Ma fille avait des manières irréprochables, alors j'ai appelé la police. J'étais en route pour aller la chercher chez ma mère quand celle-ci m'a tendu un dossier. Les services sociaux sont passés hier. Tu as une audience d'urgence lundi. J'ai senti mon estomac se nouer. Quoi? Ce n'est pas possible. Pour abandon d'enfant. J'ai arraché le dossier des mains de ma mère. Demande de garde d'urgence. Maman, qu'est-ce que tu leur as raconté? C'est alors qu'Emma est apparue dans l'encadrement de la porte, le dos parfaitement droit. Bonsoir maman. Merci d'être venue me chercher. Je suis restée sans voix. C'était la même petite fille qui appelait encore les papillons des Flutibis la semaine dernière. J'ai ouvert les bras, mais elle est restée figée. Tu m'as laissée toute seule pendant 3 jours. Tu n'es jamais là. C'est grand-mère qui s'occupe de moi. Sa voix était plate, mécanique, comme si elle récitait une leçon. Je l'ai aidée à devenir une vraie petite fille. Ma mère a esquissé un sourire. On se retrouve au tribunal. J'ai pris Emma dans mes bras jusqu'à la voiture, le cerveau en ébullition. Il me restait 72 heures pour prouver qu'elle avait subi un lavage de cerveau, sinon je la perdais pour toujours. Au moment où elle a attaché sa ceinture, j'ai aperçu des marques violettes autour de ses poignets. Emma, qu'est-ce qui t'est arrivé? Grand-mère dit que les filles sages ne se plaignent pas des corrections nécessaires. À la maison, Emma s'est installée dans un coin, face au mur. Viens t'asseoir, ma chérie. Elle ne bougeait pas. Je n'ai pas fini mon temps de réflexion. Sa petite voix s'est brisée. C'est quoi le temps de réflexion? Silence. Tout son corps s'est mis à trembler. Je l'ai prise dans mes bras, mais elle est restée raide, murmurant des chiffres. 97, 98, 99. Pourquoi tu comptes? Je dois atteindre le chiffre, sinon je retourne dans la pièce spéciale. À peine a-t-elle fini sa phrase qu'elle s'est laissée aller, là, dans mes bras. 5 ans, tétanisée de peur. Après l'avoir changé, elle s'est remise à compter. Je fouillais frénétiquement Internet à la recherche d'un psychologue en urgence, quand Carole, ma voisine, a appelé. Elle habite à côté de chez ma mère depuis 20 ans. Je veux pas jouer les commères, mais il fallait que je te le dise. Jeudi soir, j'ai entendu ta petite Emma compter en boucle depuis la cave, pendant des heures. On entendait les chiffres résonner par la fenêtre. Je l'ai remerciée puis raccroché. Il me restait 55 heures. Le lendemain, Emma a refusé de manger. Seules les filles sages qui ont fini leur leçon peuvent manger. J'ai foncé chez ma mère. Chaque minute comptait. Elle jardinait, l'air de rien, à fredonner. C'est quoi la pièce spéciale? Elle a souri sans relever la tête. Les enfants ont beaucoup d'imagination. Elle est traumatisée. Qu'est-ce que tu lui as fait? Je l'ai améliorée. Il y a des gens qui perdent très cher pour ça, tu sais. Je te rends service. Elle a fini par croiser mon regard. Avec les bonnes méthodes, les petites pestes deviennent des filles à modèle. Tu lui as appris à mentir. Non, je lui ai appris à dire la vérité. Les filles sages ne racontent pas d'histoire. Elle est retournée à ses rosiers. À lundi. Essaie d'être à l'heure, cette fois. Le reste de la journée a été un calvaire. J'ai pris ma journée pour parler à Emma, mais elle ne sortait pas de ses phrases toutes faites. Les services sociaux restaient injoignables. Plus que 40 heures. Cette nuit-là, Emma s'est couchée assise bien droite, continuant à compter. Je me suis assoupie à côté d'elle, sur la chaise. À 2 heures du matin, elle s'est mise à hurler. « S'il te plaît, j'ai compté jusqu'à 10 000. J'ai tout compté. S'il te plaît, laisse-moi sortir. Il fait noir. » Mais elle n'était pas dans son lit. J'ai dévalé jusqu'à la cave et je l'ai trouvée debout dans un coin. C'est ici, la pièce spéciale chez grand-mère. Elle a montré le mur, mais on ne peut pas l'ouvrir. Il n'y a que grand-mère qui a la clé. J'aime grand-mère. Elle s'occupe de moi quand tu m'abandonnes. J'avais envie d'arracher les cheveux. J'ai pris rendez-vous en urgence avec un psy dès le lendemain matin. Mais il fallait des semaines pour obtenir une évaluation complète. Elle ne pourrait pas témoigner lundi. J'ai essayé d'enregistrer Emma. Je lui ai expliqué que c'était sans danger, que je l'aimais. Mais elle répétait encore et encore « Tu m'as abandonnée ». Le regard vide. J'ai fini par retourner chez ma mère, téléphone enregistreur à la main. Dis-moi ce que tu lui as fait. En quelques minutes, la police m'a mise dehors pour harcèlement. Ma mère m'a saluée depuis le perron. Plus que 12 heures. Tic-tac. Je n'avais plus aucune solution. Plus de temps. J'ai appelé mon frère Marcus, qui travaille dans les forces spéciales. 10 ans à faire parler des terroristes, il connaissait assez notre mère pour ne même pas poser de questions. Il a juste dit « J'arrive ». Marcus est arrivé avec 2 collègues de son unité. On a pris des voitures séparées. La clé de secours était toujours cachée sous la fausse pierre. Marcus a fait signe à son équipe. Et à 2 heures du matin, 7 heures avant l'audience, ma mère s'est réveillée cernée par 3 hommes en tenue tactique. Marcus lui a attaché les poignets avec des colliers de serrage pendant qu'elle hurlait qu'elle porterait plainte. Ils l'ont descendue à la cave, devant la porte verrouillée qu'Emma redoutait tant. Marcus a installé sa caméra, le visage fermé. Tu as 6 heures pour tout expliquer, dans le détail, ce que tu as fait à Emma. On commence par le premier jour, la première heure. Il a posé la main sur la poignée. Qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce qui pousse une enfant à compter jusqu'à 10 000? Ma mère tremblait à présent, les yeux rivés sur la porte. S'il vous plaît, celle qui souriait hier dans son jardin sanglotait maintenant. 6 heures avant le tribunal. Parle. Elle s'est murée dans le silence. Marcus a crocheté la serrure. Clic. La porte s'est ouverte et une odeur nauséabonde m'a saisi. Sueur rance, produits ménagers, peur. Marcus a éclairé l'intérieur de sa lampe et j'ai tout vu d'un coup. Une pièce minuscule, à peine plus grande qu'un placard, mur de béton couvert de traces de griffures, des milliers de petits bâtonnets groupés par 5, un minuteur digital rouge fixé au mur, bloqué sur 10 000. Au centre du sol, une bonde cerclée de taches sombres qui m'ont donné la nausée. Ma mère sanglotait derrière nous alors que Marcus entrait, caméra au poing, filmant chaque recoin. Moi, j'étais clouée sur le seuil.
Sur les murs, il n'y avait pas que des bâtonnets, des mots étaient gravés dans le béton. « Je suis une fille sage », écrit et réécrit d'une écriture d'enfant tremblante. Marcus a trouvé une étagère, pris un gros registre et l'a ouvert avec précaution. L'écriture appliquée de ma mère couvrait des pages entières de dates, d'horaires, de leçons. Jour 1. Emma doit apprendre que les filles sages savent se taire. C'était la toute première note, datée de 3 jours plus tôt. Marcus filmait chaque page tandis que je lisais par-dessus son épaule, reconnaissant les phrases qu'Emma avait apprises par cœur. À la 2e page, on trouvait « Les filles sages ne se plaignent pas quand on doit les corriger », accompagné d'explications précises sur la façon d'attacher les poignets. À côté du minuteur, un panneau de contrôle portait des boutons étiquetés de la main de ma mère. Commencer à compter, remettre à 0 si échec, ajouter 1000 en cas de réponse, griffonner sur des morceaux de ruban adhésif. Au sol, près de la bonde, des fixations métalliques étaient installées, pile à la taille de petits poignets. Un morceau de tissu violet restait accroché à l'un des crochets, là où il avait frotté la peau. Je photographiais tout avec mon téléphone, mais je tremblais tellement que j'avais du mal à le tenir droit. Marcus a découvert d'autres registres sur l'étagère, plus anciens, avec d'autres noms écrits dessus. L'un portait le mien, 30 ans auparavant. Je l'ai ouvert et j'y ai retrouvé les mêmes leçons, les mêmes phrases, la même mécanique cruelle pour démolir un enfant. Un souvenir m'a submergé, si brutal que j'ai dû me raccrocher au chambranle de la porte. J'avais 4 ans, dans une pièce sombre comme celle-ci, à compter sans relâche, ma voix faiblissant à chaque nombre. Ma mère, elle, jardinait dehors en fredonnant des cantiques, pendant que je hurlais des chiffres à des murs de béton. J'avais tout enfoui si profondément que je m'en étais presque persuadée que ce n'était qu'un mauvais rêve. Et pourtant la preuve était là, écrite de sa main. Marcus continuait à filmer, son collègue jetait des coups d'œil à sa montre et tapotait son poignet, nous rappelant qu'il ne nous restait sans doute qu'1 heure avant que les voisins ne s'inquiètent de voir des voitures inconnues devant chez nous. Ma mère sanglotait toujours et suppliait, mais Marcus l'ignorait totalement. Nous avons ramassé les registres et je me suis assurée de tout photographier, chaque angle de la pièce. L'autre membre de l'équipe a aussi attaché les chevilles de ma mère avec des colliers de serrage, puis ils l'ont conduite à l'une de leurs voitures. Marcus m'a rassurée. Il ne lui ferait rien, mais la garderait à l'écart de tout téléphone jusqu'au tribunal. J'ai pris le registre d'Emma et le mien avant de filer jusqu'à ma voiture. J'étais si secouée que j'ai eu du mal à mettre la clé dans le contact. Depuis la voiture, j'ai appelé en urgence le cabinet du Dr Howe et j'ai laissé un message expliquant qu'il fallait absolument qu'Emma soit examinée rapidement. Il m'a rappelé en moins de 5 minutes et a accepté de nous recevoir à 7 heures, 2 heures avant l'audience. J'ai ressenti un immense soulagement, tout en sachant que la route restait longue et semée d'embûches. Mon téléphone a vibré. Message de Georgia Cantrell, l'avocate que j'avais contactée plus tôt. Elle pouvait nous retrouver à l'hôpital après l'examen, mais m'a prévenue. Attention à ce que je transmettais comme preuve. Tout ce qui était obtenu illégalement serait inutilisable devant le tribunal. J'avais envie de hurler, tant cette injustice me révoltait. J'avais entre les mains la preuve d'un système d'abus sur mineurs, et pourtant il se pouvait que je ne puisse rien en faire. J'ai repris la route, me suis garée dans l'allée et suis restée un instant à respirer avant d'entrer. Il était presque 6 heures du matin. Il allait falloir réveiller Emma. Je l'ai trouvée recroquevillée sous sa couette, les lèvres animées dans son sommeil, murmurant « 4847, 4848, 4849 ». Sa petite voix était cassée à force d'avoir compté toute la nuit. Je me suis assise à côté d'elle et ai doucement caressé son dos jusqu'à ce qu'elle ouvre les yeux. Aussitôt, elle a repris à voix haute et je l'ai aidée à s'habiller alors qu'elle comptait encore. 5012, 5013. J'ai préparé des tartines, mais elle n'a rien voulu avaler. Une fois en voiture, elle est restée figée dans son réhausseur, sursautant à chaque clignotant, murmurant sans cesse « Les filles sages ne se plaignent pas, les filles sages ne se plaignent pas ». Je serrais le volant si fort que j'en avais les jointures blanches. Le cabinet du pédiatre n'était qu'à 20 minutes, mais le trajet m'a paru interminable. Emma a passé le temps à compter, recommençant à 1 dès qu'elle atteignait 6000. Le Dr Howe nous attendait dehors et nous a conduites directement dans une salle d'examen. Il a fait preuve d'une grande douceur avec Emma, tout en restant rigoureux, photographiant ses poignets sous toutes les coutures, notant sa posture raide, son refus de croiser le regard. Aux questions, elle ne répondait que par ses phrases toutes faites sur l'abandon. Il m'a fait sortir dans le couloir, laissant Emma avec l'infirmière. Il m'a glissé à voix basse. Je dois prévenir tout de suite les services de protection de l'enfance. Quelque chose m'a dérangé dans la rapidité avec laquelle Marcus et son équipe étaient intervenus. 3 anciens des forces spéciales qui débarquent en pleine nuit dans un quartier aussi tranquille, avec un timing parfait pour trouver une pièce cachée. Une part de moi était morte de peur, mais une autre était soulagée que quelqu'un d'autre découvre enfin la vérité. Le Dr Howe a imprimé son rapport et m'en a tendu une copie, pendant qu'Emma restait assise sur la table d'examen, chuchotant des chiffres. Dehors, sur le parking, une femme en tailleur gris, adossée à une Honda Civic, les yeux rivés sur son téléphone, a levé la tête. « Georgia Cantrell, vous êtes la maman d'Emma ?» J'ai acquiescé, serré sa main, Emma raide à mes côtés. Georgia a consulté le rapport médical que je tenais et m'a demandé si elle pouvait le lire. Elle a tout parcouru d'un œil vif. Nous avons environ 1h30 avant l'audience. Il faut bâtir une défense uniquement avec ce qu'on pourra faire valider légalement. Son regard s'est posé sur Emma, qui fixait le sol en continuant à compter.
Pas un mot sur ce qui s'est passé cette nuit, ni sur la façon dont vous l'avez découvert. On fait avec ce qu'on a. J'ai attaché Emma dans son siège auto pendant que Georgia montait dans sa Honda pour nous suivre jusqu'au commissariat. Là-bas, l'agent d'accueil m'a tendu des formulaires à remplir pour signaler les mauvais traitements. J'ai pris soin de décrire les bleus, le comportement d'Emma, tout ce que le médecin avait constaté, sans jamais évoquer la pièce secrète ni la manière dont je l'avais trouvée. L'agent a lu ma déclaration et a secoué la tête. Ces enquêtes prennent des semaines, parfois même des mois. Cela ne vous servira à rien pour demain. À côté de moi, Georgia hocha la tête comme si elle s'y attendait déjà. Nous sommes retournés sur le parking, et là, elle m'a prise à part près de sa voiture. Écoutez, je sais très bien que vous avez des vidéos. Ça se lit sur votre visage. Mais on ne pourra pas s'en servir. Tout ce qui a été obtenu de façon illégale est irrecevable. J'ai senti mon visage se décomposer. On a quand même le comportement d'Emma, les preuves médicales, et on aura des témoignages. Il faudra s'en contenter. Elle a sorti son portable et appelé le centre d'accueil pour enfants qui avait une place pour un entretien médico-légal à 15h. Georgia m'a prévenu que ça ne serait sûrement pas fini à temps pour l'audience du matin, mais qu'il fallait tenter le coup. Le système avançait lentement, chaque élément comptait. J'ai pris la route jusqu'à chez Carole, Georgia me suivant de près. Carole nous attendait déjà sur son perron, carnet à la main, elle avait commencé à consigner ses souvenirs. Georgia s'est installée avec elle dans la cuisine et l'a aidée à écrire une déclaration officielle sur le fait d'avoir entendu Emma compter depuis la fenêtre du sous-sol, jeudi soir. Carole a signé, Georgia a fait certifier avec un tampon sorti de sa mallette. Encore une preuve indépendante de plus. En rentrant, Georgia m'a aidée à rédiger ma propre attestation. Je me suis assise à la table de la cuisine, tandis qu'Emma était dans un coin du salon à compter. Georgia me posait des questions, tapait sur son ordinateur, et j'ai reconnu avoir déjà été en retard pour récupérer Emma chez ma mère, à cause du boulot. Parfois une demi-heure, une fois 1 heure, mais jamais des jours entiers. Jamais d'abandon. Georgia a veillé à ce que chaque phrase soit tournée avec soin, pour assumer mes manquements sans reconnaître des choses fausses. On marchait sur un fil entre vérité et protection. Mon téléphone a sonné pendant que Georgia imprimait l'attestation. L'appel venait du commissariat. Avant même que je réagisse, Georgia me l'a arraché des mains. Ici Georgia Cantrell, avocate de la mère d'Emma. Oui, détective McCabe. Ma cliente sera disponible demain après-midi, après l'audience pour la garde. Non, pas avant. Merci. Elle a raccroché et m'a lancé un regard. Votre mère vient de déposer une plainte pour agression. Rien d'étonnant. Mes mains se sont remises à trembler. Georgia m'a fait asseoir et m'a expliqué mes droits. Si on vous interroge sur la nuit dernière, vous gardez le silence. Le mieux, c'est même de ne pas répondre du tout à ce sujet. Elle m'a fait répéter la même phrase encore et encore. J'étais à la maison avec ma fille. Je l'ai récitée 20 fois, jusqu'à ce que ça sorte naturellement, même si ma voix tremblait. C'est tout ce que tu dois dire s'ils insistent. Tu étais à la maison avec Emma. Rien de plus. Elle m'a refait répéter. À 3h, on est parti au centre d'accueil de l'enfance. Mais l'enquêtrice médico-légale avait du retard. On a poireauté 1 heure dans le hall. Emma sage comme une image à côté de moi. Quand enfin notre tour est arrivé, l'enquêtrice a expliqué qu'elle ne pouvait faire qu'une évaluation préliminaire ce jour-là. L'entretien complet prendrait plusieurs séances. Emma est entrée seule. Moi, je la voyais à travers la vitre sans teint. À chaque question, elle répondait mécaniquement avec ce qu'elle avait appris sur l'abandon. L'enquêtrice a noté la dissociation d'Emma, la rigidité de ses réponses, mais précisé qu'il faudrait d'autres séances pour comprendre la cause. Nous sommes repartis avec un début de preuve, partiel. Georgia m'a déposé, m'a assuré qu'elle déposerait tout au tribunal avant la fermeture. Rendez-vous demain à 8h30 au tribunal. Après son départ, j'ai essayé de faire manger quelque chose à Emma, mais elle a refusé. Les filles sages méritent leur repas. Elle s'est réfugiée dans son coin habituel pour compter. À 20h, la sonnette a retenti. Marilyn Estrada, de la protection de l'enfance, était là avec un clipboard. Je viens pour la visite d'urgence à domicile, suite au signalement du docteur Howe. Je l'ai laissée entrer malgré le nœud au ventre. Emma, assise bien droite sur le canapé, comptait à voix basse. 412, 413. Marilyn s'est installée en face, a pris des notes sur le comptage et la posture d'Emma, puis a pris des photos de sa chambre avec son téléphone. Elle a posé quelques questions douces à Emma, mais n'a eu droit qu'aux mêmes réponses automatiques. Être une bonne fille, ne pas se plaindre. 1 heure plus tard, Marilyn a rangé ses affaires. J'aurai un rapport préliminaire pour le tribunal demain. Il y a ici des signes évidents de traumatisme. Elle a jeté un regard à Emma, qui continuait à compter. Peu importe ce qui lui est arrivé, il lui faut de l'aide. Après son départ, je me suis assise près d'Emma sur le canapé, mais elle s'est écartée, continuant à compter. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré. Un mail du cabinet du docteur Howe. J'ai ouvert la pièce jointe pendant qu'Emma grignotait des céréales sèches, une par une, en comptant toujours. Le rapport disait que les ecchymoses correspondaient à des marques de contention, mais qu'il était impossible de dire qui les avait faites. Mes mains tremblaient en transférant le document à Georgia, qui m'a répondu que c'était suffisant pour susciter l'inquiétude, même si ça ne réglait pas tout. Emma a fini exactement 20 céréales et a repoussé le bol. Je l'ai emmenée au centre d'accueil de l'enfance pour l'entretien médico-légal organisé par Georgia. De l'extérieur, le bâtiment ressemblait à une maison comme les autres, avec des jouets aux fenêtres. Emma marchait à mes côtés, raide et les mains jointes. L'enquêtrice, une femme aux cheveux gris, parlait tout doucement à Emma pendant que je l'observais derrière une vitre. Emma était restée figée sur sa petite chaise, répondant d'une voix monotone sur l'abandon. Quand l'enquêtrice a abordé le sujet de la pièce spéciale, le regard d'Emma s'est perdu dans le vide.
Elle a fixé le mur une trentaine de secondes avant de recommencer à compter. L'enquêtrice a noté la dissociation et les signes de traumatisme, mais expliqué qu'il faudrait d'autres séances pour comprendre réellement ce qui s'était passé. Nous sommes repartis avec un rapport partiel qui montrait qu'il y avait un problème sans en désigner l'auteur. De retour à la maison, Marilyn a appelé pour demander si elle pouvait passer avec des informations. Elle est arrivée 20 minutes plus tard et s'est installée à la table de la cuisine, pendant qu'Emma restait dans son coin. Marilyn a sorti un dossier et m'a montré 2 vieilles plaintes concernant ma mère, l'une déposée par ma cousine en 2018, l'autre par ma tante en 2015. Toutes 2 avaient été classées sans suite, faute de témoignages des enfants. Tout était pourtant écrit noir sur blanc, mais la protection de l'enfance n'avait jamais fait le rapprochement. Ce soir-là, Georgia est passée après qu'Emma soit allée se coucher. Elle a regardé la vidéo sur mon téléphone, celle que Marcus avait filmée, et a pris soin de noter des phrases précises tirées du carnet de ma mère. Elle m'a expliqué que la vidéo ne pourrait pas être utilisée devant le tribunal, mais qu'elle servirait à orienter les bonnes questions. Elle a consigné chaque phrase répétée par Emma et les a comparées avec les notes manuscrites de ma mère. Après le départ de Georgia, je me suis retrouvée seule, à minuit, à revoir la vidéo. Le carnet remontait à 3 semaines en arrière, truffé de détails sur les séances d'entraînement d'Emma. À chaque page, les paroles d'Emma collaient mot pour mot à ce qui avait été inscrit. Ma mère y évoquait des exercices de comptage, des régimes stricts et une méthode baptisée « entraînement à la posture ». Ma colère montait au fil des pages, en lisant les périodes d'isolement chronométrées, passant d'1 heure à 6 heures d'un jour à l'autre. J'avais envie d'utiliser cette vidéo, mais je savais que si mon effraction était révélée, notre dossier s'effondrerait. Georgia avait été très claire. Une preuve obtenue illégalement me ferait passer pour quelqu'un d'instable et je risquais de perdre Emma pour de bon. J'ai supprimé la vidéo du téléphone, mais j'ai gardé des captures d'écran des pages les plus compromettantes dans un dossier protégé. Le lendemain matin, en consultant Facebook, j'ai vu que ma mère avait posté 12 photos d'Emma lors d'événements à l'église, réparties sur l'année. Sur chaque photo, Emma souriait à pleines dents, mais je voyais maintenant que ses sourires étaient forcés. Ma mère avait ajouté des légendes vantant son rôle de grand-mère dévouée, affirmant qu'elle avait pris le relais lorsque sa fille n'y arrivait plus. Georgia a pris des captures d'écran de tout cela et m'a prévenu que c'était le début d'une campagne pour redorer l'image de stabilité de ma mère. Cet après-midi-là, Georgia m'a demandé de lui raconter toute mon enfance. Je n'avais pas prévu d'en parler, mais, une fois lancé, les souvenirs ont afflué. L'armoire noire où on m'enfermait à 4 ans, le comptage pour rester calme pendant que ma mère faisait les courses, la faim quand elle décidait que je ne méritais pas de repas, l'entraînement à la posture parfaite, les phrases de gratitude à apprendre par cœur. Georgia a tout écouté, sans jamais juger, puis elle m'a expliqué que mon histoire viendrait appuyer notre dossier, en montrant que le schéma de maltraitance s'étalait sur plusieurs générations. Georgia donnait l'impression d'avoir déjà vécu ce genre de bataille, toujours un coup d'avance. Elle connaissait l'existence de la vidéo avant même que j'en parle, avait un notaire prêt dans son sac, interrompait le détective sans hésiter. Témoigner sera difficile, mais ça pourrait bien sauver Emma. Elle m'a aidé à comprendre que le but n'était pas de prouver que j'étais irréprochable, mais de protéger ma fille. Le tribunal n'attend pas de moi que je sois une mère parfaite, simplement que je ne lui fasse pas de mal. Elle a insisté sur le fait que mon agenda surchargé et mes quelques retards pour récupérer Emma n'avaient rien à voir avec la maltraitance systématique de ma mère. Nous avons passé 2 heures à passer en revue chaque preuve, chaque témoin potentiel. Carole pourrait témoigner du comptage qu'elle avait remarqué, le Dr Howe présenterait les constats médicaux, l'enquêtrice médico-légale parlerait des réactions traumatiques d'Emma, Marilyn exposerait la répétition des signalements. Georgia relirait tous ces éléments pour démontrer qu'Emma était en danger auprès de sa grand-mère. Puis le téléphone de Georgia a sonné. Elle l'a mis sur haut-parleur. La greffière du tribunal nous annonçait que l'affaire serait jugée par le juge Harrison. Le visage de Georgia s'est fermé. Elle a remercié la greffière, puis raccroché. Elle m'a expliqué qu'Harrison était connu pour faire tout son possible pour maintenir les familles unies, qu'il retirait rarement la garde aux grands-parents et qu'il exigeait des preuves indiscutables pour agir. Il allait falloir revoir toute notre stratégie face à un juge persuadé qu'une grand-mère ne peut pas nuire à ses petits-enfants. Georgia est restée jusqu'à 23 heures ce soir-là pour revoir toute notre approche. Le lendemain matin, à 7h30, mon téléphone a sonné. Un homme se présentant comme Anton Fowler, représentant ad hoc nommé pour Emma, m'a expliqué qu'il assisterait à l'audience pour observer Emma et formuler une recommandation indépendante au juge. Sa voix était posée et professionnelle quand il m'a posé quelques questions sur la situation actuelle d'Emma. Je lui ai parlé du comptage, des comportements rigides. Emma, assise à la table de la cuisine, alignait ses céréales comme à l'accoutumée. Il m'a dit qu'il ferait attention à ces détails au tribunal et m'a demandé d'arriver en avance pour observer Emma dans la salle d'attente. À peine l'appel terminé, le détective McCabe a rappelé au sujet de la plainte de ma mère pour agression suite à l'effraction présumée. Georgia a aussitôt pris le téléphone et déclaré que tout entretien devrait attendre la fin de l'audience concernant la garde prévue ce matin. Elle a repoussé l'entretien au lendemain après-midi, précisant que je serais assistée d'un avocat pour tout interrogatoire. Le détective n'était pas ravi, mais a accepté le report, la question de la garde étant prioritaire. Un message de Marcus est arrivé presque en même temps. Il voulait diffuser la vidéo en ligne pour révéler ce que notre mère avait fait à Emma. J'ai tout de suite refusé. On ne pouvait pas risquer de compromettre la procédure. Il m'a envoyé 3 autres messages pour insister, affirmant que tout le monde devait savoir de quoi notre mère était capable.
Je l'ai appelé et ordonné de supprimer la vidéo de tous ses appareils, sur le champ. Après avoir hésité, il a fini par accepter, même si j'ai senti à sa voix qu'il bouillait, et il m'a promis de ne rien faire avant l'audience. Georgia est venue nous chercher à 8h15 pour nous emmener au tribunal. Elle tenait à revoir notre plan en route. Emma était à l'arrière, comptant tout bas pendant qu'on passait mentalement chaque preuve en revue. À notre arrivée, elle s'est mise à compter de plus en plus vite en montant l'escalator, son rythme suivant mécaniquement la cadence des marches. Les marches métalliques résonnaient au rythme de sa voix. Elle atteignait 200, puis 300, accélérant toujours davantage. Je l'ai vite emmenée dans un coin calme près de la fontaine à eau, puis j'ai lancé une appli de bruit blanc sur mon téléphone. Ce son régulier a brisé la spirale, et Emma a ralenti son comptage en se concentrant sur ce nouveau bruit. Je me suis rappelé les conseils du Dr Howe sur les techniques d'ancrage, alors j'ai demandé à Emma de me dire ce qu'elle voyait dans le couloir. Elle a montré une peinture, un banc, puis une plante, et peu à peu son comptage est descendu des milliers à 98, 97, 96. Anton Fowler est alors arrivé à nos côtés, carnet en main, notant tout ce qu'il observait, aussi bien chez Emma que dans ma façon de réagir. Il m'a adressé un discret signe de tête quand Emma est passée sous la barre des 50 et qu'elle semblait retrouver un peu de calme. Georgia s'est précipitée au greffe, nos pièces d'urgence à la main, à 8 minutes du début de l'audience. Elle a remis les photos médicales des poignets d'Emma, la déclaration signée de Carole sur le comptage, ainsi que les premiers rapports des services sociaux. La greffière a tamponné chaque document et les a ajoutés au dossier pendant que Georgia vérifiait que tout était bien enregistré. Elle est revenue, soulagée que nos preuves aient été déposées à temps pour que le juge puisse les examiner. Dans le couloir devant la salle d'audience, une femme tentait de distraire ses 2 jeunes enfants avec des cahiers de coloriage. L'un d'eux a demandé à Emma si elle voulait colorier aussi, lui tendant un crayon. Emma s'est redressée, impeccable, et a répondu d'une voix plate. Les filles sages ne jouaient-ils pas avec des jouets pendant les moments importants? Le petit garçon a eu l'air perdu, et sa mère l'a aussitôt ramené près d'elle, tandis qu'Anton notait la réaction d'Emma. Il lui a demandé ce qu'elle entendait par fille sage, mais elle a répété la phrase 3 fois, toujours sans la moindre émotion. L'huissier a appelé notre numéro d'affaires. Nous sommes alors entrés dans la salle d'audience où ma mère était déjà installée à l'autre table, aux côtés de son avocate. Le juge Harrison est arrivé sans tarder et a posé le cadre pour l'audience d'urgence. Il s'agissait uniquement d'aborder la sécurité immédiate et la garde provisoire d'Emma. Il a bien précisé que le but n'était pas de trancher toute l'affaire, mais seulement de décider où Emma devrait rester le temps de l'enquête. Ma mère était en face, le dos droit, un léger sourire sur les lèvres, tandis que son avocate organisait leurs papiers. Marilyn Estrada, l'enquêtrice des services sociaux, a été la première à témoigner. Elle a raconté sa visite d'urgence 2 nuits plus tôt et comment elle avait trouvé Emma, en train de compter sans s'arrêter dans un coin du salon, obéissant à des règles invisibles, raides comme un piquet. Elle a parlé de ses phrases toutes faites et de son absence totale de réaction émotionnelle, autant de signes selon elle d'un conditionnement ou d'un apprentissage imposé. Elle a déclaré au juge qu'elle recommandait la poursuite de l'enquête, avec des mesures immédiates pour protéger Emma d'un préjudice psychologique supplémentaire. Selon son expertise, Emma montrait des signes manifestes de traumatisme, nécessitant une intervention rapide, quelle qu'en soit la cause. Le Dr Howe s'est avancé ensuite, dossier en main, contenant les photos des poignets d'Emma prises lors de l'examen. Il a présenté au juge les hématomes, précisant qu'il s'agissait de marques de contention, rappelant des liens en plastique ou de la corde. Il a aussi expliqué la réaction de peur d'Emma dès qu'on lui proposait de manger, et son insistance, seules les filles sages ayant fini leur leçon avaient le droit de manger. Il est revenu sur sa posture rigide et sur sa difficulté à s'asseoir, même lorsqu'on lui proposait pendant l'examen. Il a fait part de sa conviction. Pour lui, Emma avait subi un conditionnement systématique qui avait provoqué chez elle des réponses très précises à des situations pourtant ordinaires. Le juge a examiné les photos avec attention et a demandé au Dr Howe s'il pouvait dire qui était responsable de ses blessures. Le médecin a reconnu qu'il lui était impossible d'identifier précisément l'auteur, mais il a affirmé que les blessures étaient clairement infligées et non accidentelles. Il a ajouté que les symptômes psychologiques d'Emma témoignaient d'une exposition prolongée à des méthodes de conditionnement. Ensuite, l'enquêtrice médico-légale du Centre d'aide à l'enfance a pris la parole, ouvrant son dossier et ajustant ses lunettes. Elle a expliqué avoir vu Emma la veille au soir, la trouvant en train de compter jusqu'à 300 avant même de prêter attention à sa présence. Elle a montré au juge ses notes sur la voix monotone d'Emma, qui répétait inlassablement qu'une gentille fille ne se plaint pas. Elle a décrit la façon dont Emma s'était totalement figée quand on avait évoqué la pièce spéciale, son regard devenant vide, comme si elle n'était plus là. Selon elle, ce genre de repli arrive chez les enfants confrontés à des situations qu'ils ne peuvent pas supporter. Elle a confirmé qu'Emma semblait conditionnée à répéter certains discours, sans pouvoir préciser qui l'avait influencée. Elle a pointé son rapport où elle avait consigné que la fillette présentait de nombreux signes de traumatisme, notamment une posture figée et des réponses stéréotypées. Le juge prenait des notes pendant qu'elle expliquait qu'à ses yeux, Emma avait bel et bien subi un préjudice psychologique. Georgia a alors remis la déclaration écrite de Carole à la greffière, qui l'a lue à voix haute. Carole y racontait ses 20 ans passés à côté de chez ma mère et disait avoir entendu Emma compter, jeudi soir dernier, depuis la fenêtre du sous-sol.
Selon elle, le décompte avait duré au moins 3 heures, la voix d'Emma résonnant avec ces chiffres jusque dans les milliers. Elle confiait s'être demandé si elle ne devait pas alerter quelqu'un, sans trop savoir à qui s'adresser ou quoi dire. Le visage du juge s'est à peine modifié quand la greffière a lu la partie où Carole précisait que le comptage venait du sous-sol. Son stylo s'est arrêté et il a levé la tête de ses notes pour la première fois depuis le début de l'audience. L'avocat de ma mère s'est alors levé, a réajusté sa cravate, puis a exposé leur version des faits. Il a sorti des relevés de travail prouvant à chaque fois où j'étais arrivée en retard pour récupérer Emma chez ma mère. Il a montré au juge mes fiches de pointage du restaurant, où je faisais des doubles shifts presque tous les week-ends. Il parcourut les lettres des membres de l'église de ma mère, toutes vantaient combien elle était exemplaire avec les enfants. Plusieurs femmes y décrivèrent sa patience et son dévouement à élever des petits sages et polis. De son côté, il affirma que j'étais une mère instable, plus préoccupée par mon travail que par ma fille, et que je laissais à ma propre mère âgée le soin de s'en occuper gratuitement. Il suggéra que les comportements d'Emma n'étaient que le fruit de son imagination d'enfant, aggravée, selon lui, par le fait que je l'aurais poussée à mentir au sujet de sa grand-mère, soi-disant irréprochable. Il présenta au tribunal des photos d'Emma, tirées d'événements à l'église où elle apparaît propre et bien habillée, main dans la main avec ma mère. Mais la déclaration de Carole, qui situe Emma à compter des heures entières dans le sous-sol, me laisse perplexe. Pourquoi ma mère l'aurait-elle abandonnée là-bas? Quant aux photos d'Emma à l'église, où elle semble parfaitement apprêtée, elles me paraissent aujourd'hui soigneusement mises en scène, surtout en voyant combien elle est raide et obsédée par le comptage. Georgia m'appela à la barre. Mes jambes tremblaient, tandis que je rejoignais le banc des témoins. Je levai la main droite pour prêter serment, et j'aperçus Emma, tout au fond de la salle, en train de compter à voix basse. Georgia m'interrogea sur mon emploi du temps, et je reconnus travailler de longues heures pour que ma fille et moi gardions un toit au-dessus de nos têtes. J'expliquai qu'être mère célibataire, c'est faire des choix difficiles, mais que jamais, contrairement à ce qu'avance ma mère, je n'avais laissé Emma seule des journées entières. J'ai raconté comment j'avais découvert des bleus sur les poignets d'Emma et sa peur panique de la fameuse pièce spéciale. J'ai expliqué au juge qu'elle s'était urinée dessus de frayeur et refusait de manger à moins d'être, selon elle, une gentille fille. Ma voix tremblait, mais je continuais, décrivant ces heures qu'elle passait prostrée dans un coin à faire ce qu'on appelait du temps de réflexion. J'ai parlé de son manie de compter jusqu'à 10 000 et de sa raideur chaque fois que j'essayais de la prendre dans mes bras. L'avocat de la partie adverse se leva pour le contre-interrogatoire et, d'emblée, revint sur ma visite chez ma mère. Il me demanda si j'y étais allée, si je l'avais accusée de maltraitance, ce que j'ai confirmé. Il sous-entendit alors que je harcelais une vieille dame qui n'avait fait que m'aider à élever ma fille. Je gardai mon calme et expliquai que je cherchais seulement à comprendre la source des terreurs d'Emma. J'ai dit que j'avais frappé à la porte et demandé à ma mère ce qu'était cette pièce spéciale. Comme elle refusait de me répondre et avait appelé la police, je suis partie tout de suite, sans faire d'esclandre. L'avocat insista et demanda si la police m'avait raccompagnée dehors pour harcèlement. J'ai précisé qu'effectivement, la police m'avait demandé de partir et que je m'étais exécutée sans discuter. J'ai rappelé que mon unique but était d'obtenir de l'aide pour Emma et de comprendre d'où venaient ces réactions traumatiques. Il essaya de me faire passer pour déséquilibrée, mais je suis restée brève et précise dans mes réponses. Le juge Harrison se tourna alors vers Anton Fowler, lui demandant sa recommandation en tant que tuteur ad litem chargé de représenter les intérêts d'Emma. Un silence s'installa dans la salle. Anton se leva du public, où il prenait des notes, et s'approcha de la barre, dossier rempli d'observations à la main. Il raconta avoir vu Emma dans le couloir, dire à un autre enfant « Les gentilles filles ne jouent pas pendant les moments importants ». Il avait remarqué sa posture rigide et cette manie de compter sans relâche, même durant les témoignages. Il expliqua au juge avoir observé chez Emma des signes manifestes de conditionnement, avec des phrases toutes faites et des réactions dictées par la peur. Il recommanda qu'Emma reste chez moi durant l'enquête, sans contact non supervisé avec ma mère. Il précisa qu'un éloignement lui serait très préjudiciable vu son état psychologique. Selon lui, Emma avait besoin avant tout de stabilité et d'un accompagnement thérapeutique, pas de bouleversement supplémentaire. Le juge posa un regard grave sur chacun, puis sur Emma, toujours assise toute droite au fond de la salle. Il déclara qu'il avait de sérieuses réserves sur les deux foyers, mais que la sécurité d'Emma devait rester la priorité absolue. Il insista sur le caractère provisoire de la décision, le temps de l'enquête qui suivrait dans les semaines à venir. Il ordonna que je conserve la garde temporaire, à condition qu'Emma bénéficie d'un suivi psychologique et que je coopère pleinement avec les services sociaux. Le droit de visite de ma mère fut suspendu dans l'attente des résultats, avec possibilité de visite surveillée uniquement si le thérapeute d'Emma l'estimait nécessaire. Une audience de révision fut fixée à 30 jours pour faire le point sur les progrès d'Emma et examiner les conclusions. Un immense soulagement m'envahit, mais je savais que tout ne faisait que commencer. Le juge Harrison commença à énoncer les modalités pendant que je serrais la main d'Emma, plus forte encore. Il imposa la mise en place d'un accompagnement thérapeutique immédiat avec un psychologue pour enfants agréé et spécialisé dans le traumatisme dès cette semaine. Les services sociaux devaient organiser un plan de sécurité en 48 heures, avec des consignes précises. L'audience de suivi était confirmée dans un mois pour réévaluer la situation et vérifier les avancées. Le juge rappela qu'il s'agissait d'une mesure provisoire et que tout manquement entraînerait le retrait immédiat d'Emma. La greffière tapait tout, alors qu'Emma continuait de compter à voix basse,
déjà arrivé à 300 et sans ralentir. Le juge Harrison signa l'ordonnance, l'huissier remit les documents aux avocats, puis appela l'affaire suivante. Nous avons quitté la salle pour rejoindre le couloir, où ma mère attendait près de l'ascenseur avec son avocate. Elle nous a barré la route et, assez fort pour que tout le monde entende, a déclaré qu'elle allait porter plainte contre moi pour diffamation à cause des soi-disant mensonges que j'avais racontés au tribunal. Son avocate a dégainé son téléphone pour filmer tandis que ma mère m'accusait d'être entrée chez elle par effraction et d'avoir terrorisé une pauvre vieille femme en pleine nuit. Georgia m'a saisi le bras et m'a tiré vers les escaliers en murmurant que ce genre de réaction était prévisible, qu'il fallait avancer sans répondre. Emma s'est collée à moi, sans cesser de compter, arrivée maintenant à 400. Ma mère nous a suivis dans la cage d'escalier en criant qu'elle porterait plainte pour agression et que Marcus paierait pour ce qu'il lui avait fait. Georgia n'a pas cessé de me pousser à travers le hall jusqu'à ce qu'on débouche dehors, aveuglée par la lumière crue du soleil après l'obscurité étouffante de la salle d'audience. Ma voiture était garée à 3 pâtés de maison et Georgia a tenu à marcher avec nous tout le long, pendant que les menaces de ma mère résonnaient encore derrière nous. Une fois Emma installée dans son siège auto, Georgia s'est penchée à ma fenêtre. L'inspecteur Wilson McCabe du commissariat souhaite t'interroger au sujet de la plainte déposée par ta mère. J'ai déjà fixé le rendez-vous pour demain à 14h et je veux absolument être présente pour chaque question. Son cabinet connaissait bien McCabe et ses méthodes. Ils avaient déjà traité des affaires de fausses accusations et elle savait comment le gérer. Elle m'a rappelé de n'aborder le sujet avec personne d'autre qu'elle avant l'entretien, surtout pas avec Marcus ni qui que ce soit d'impliqué dans cette nuit-là. Emma s'est endormie pendant le trajet du retour, les lèvres esquissant encore des chiffres silencieux, même dans son sommeil. Le lendemain, j'étais assise dans la salle d'entretien du commissariat, Georgia à mes côtés, tandis que le détective McCabe installait en silence son matériel d'enregistrement. Il paraissait plus jeune que je ne l'aurais cru, avec un regard perçant qui ne ratait rien. Ma posture, la manière dont je posais mes mains sur la table. Il a commencé par des questions banales sur ma relation avec ma mère, sur la fréquence à laquelle Emma allait chez elle. J'ai expliqué que mon travail me forçait parfois à demander à ma mère de prendre Emma à l'école et de la garder jusqu'à mon retour tardif. Il a continué sur l'audience de garde, sur ce qui avait mené au dépôt de la requête d'urgence contre moi. J'ai évoqué l'état dans lequel j'avais retrouvé Emma, mes inquiétudes face à ses changements de comportement. Il a insisté pour connaître chaque détail de la nuit précédant l'audience. Où j'étais, ce que j'avais fait entre minuit et 6h. Georgia m'a effleuré le bras et j'ai simplement répondu que j'étais restée à la maison avec ma fille à préparer l'audience du lendemain. McCabe a sorti des photos des poignets de ma mère, rouges et marquées, et m'a demandé si je savais comment elle s'était blessée. J'ai répondu que je n'avais aucune idée d'une quelconque blessure de sa part, gardant constamment Emma au centre de mes préoccupations au fil de l'entretien. Pendant 1 heure, il a multiplié les stratégies, posant des questions sur Marcus, sur une éventuelle demande d'aide pour la garde. Georgia a coupé court plusieurs fois, le ramenant sur le terrain pertinent. Quand McCabe a finalement éteint l'enregistreur, il nous a prévenu que l'enquête suivrait son cours et que des poursuites restaient possibles selon les éléments réunis. Georgia l'a simplement remercié, puis nous sommes partis sans ajouter un mot. 2 jours plus tard, Marilyn Estrada est arrivée chez moi, clipboard sous le bras et maître en main pour l'évaluation de sécurité de l'ASE. Elle a inspecté chaque pièce, notant les dangers potentiels et m'interrogeant sur nos habitudes du quotidien. Dans la cuisine, elle a ouvert tous les placards, retiré tous les minuteurs, y compris ceux du micro-ondes et de la cuisinière, en m'expliquant que tout ce qui pouvait déclencher l'envie de compter d'Emma devait disparaître tant qu'elle se remettait. Elle m'a aidé à repenser les repas, sans horaire fixe ni obligation de finir son assiette avant d'en reprendre. Emma, depuis l'embrasure de la porte, ne bougeait pas, droite comme un i, les bras le long du corps, telle une petite soldate. Marilyn s'est accroupie à sa hauteur et lui a glissé « Tu peux arrêter de compter quand tu veux, tu n'as pas besoin de demander la permission. » Les yeux d'Emma se sont écarquillés, mais elle n'a pas répondu. Elle a simplement repris le comptage, plus fort, à partir de 800 et quelques. Marilyn a pris d'autres notes, puis m'a remis un planning de rendez-vous de thérapie obligatoire et de visites à domicile pour le mois à venir, précisant que la guérison d'Emma prendrait du temps, mais que l'élimination des déclencheurs était la première étape essentielle. Après son départ, j'ai retrouvé Emma dans sa chambre, occupée à aligner ses peluches en rangées parfaites, les comptant et recomptant chacune. 3 jours plus tard, nous avons eu notre premier rendez-vous avec Jillian Novak, la spécialiste du traumatisme désignée par le tribunal pour Emma. Son cabinet baignait dans des couleurs douces, jonché de jouets, sans une seule horloge ni minuteur en vue. Emma s'est assise au sol près de ma chaise, passant les 20 premières minutes à compter tandis que Jillian jouait tranquillement avec des cubes sans jamais la forcer à participer. Puis, soudain, Emma s'est emparée d'un cube et l'a posé sur la tour de Jillian avant de retirer sa main d'un geste rapide. Jillian a poursuivi l'empilement comme si de rien n'était et au bout de quelques minutes, Emma a ajouté un autre cube. À la fin de la séance, elle avait joué près de 10 minutes avant de revenir à son comptage. Jillian m'a assuré que c'était un excellent début et qu'elle était optimiste sur la capacité d'Emma à progresser avec un suivi régulier. Cette nuit-là, Emma s'est réveillée en hurlant à 2h du matin. Mais cette fois, elle n'a compté que jusqu'à 30 avant de se rendormir dans mes bras. Les nuits suivantes ont confirmé l'amélioration. Les épisodes de comptage raccourcissaient, même si elle se réveillait encore, terrorisée et en sueur. Je ne comprenais pas pourquoi McCabe s'obstinait autant sur ma localisation entre minuit et 6h, alors que rien n'a été mentionné pour ce créneau. Ces questions autour de Marcus et d'une éventuelle implication dans la garde me semblaient aussi être des pistes bien précises,
comme s'il savait déjà quelque chose que nous ignorions encore. Je restais chaque nuit auprès d'Emma, silencieuse, simplement présente, pendant qu'elle tentait d'exorciser les souvenirs qui hantèrent son sommeil. Certaines nuits étaient plus difficiles que d'autres, mais le cap général était meilleur. On était passé de milliers à des centaines, parfois même à quelques dizaines. Le lundi suivant, mon patron m'a convoqué dans son bureau pour aborder mes récentes absences et mes retards à cause des rendez-vous d'Emma. J'ai expliqué la situation et demandé si mon emploi du temps pouvait être aménagé pour les séances de thérapie 2 fois par semaine et les autres obligations. Il m'a offert un poste à temps partiel avec des horaires flexibles, mais cela signifiait aussi accepter une réduction de salaire de 40%. Je n'ai pas hésité une seconde, parce que la guérison d'Emma comptait bien plus que l'argent. Je me débrouillerai plus tard pour gérer les questions financières. Avec ce nouveau rythme, je pouvais aller chercher Emma à l'école chaque jour, l'accompagner à tous ses rendez-vous, et je n'avais plus à courir depuis le travail en stressant. Ce soir-là, Anton Fowler a appelé pour prendre des nouvelles d'Emma depuis l'audience d'il y a 2 semaines. Il avait relu les comptes rendus de la thérapie avec Gillian et noté qu'Emma participait davantage au jeu et passait moins de temps à compter. Il m'a expliqué qu'Emma gardait encore certains comportements préoccupants, très rigides, qui mettraient des mois, voire des années, à disparaître. Il était encouragé par ses progrès, mais tenait à me rappeler que tout cela serait un marathon, pas un sprint, et qu'il fallait s'armer de patience pour la voir guérir. Il m'a aussi parlé de la prochaine audience de révision prévue dans 2 semaines, et m'a assuré qu'au vu de la situation actuelle, il recommanderait que la garde reste chez moi. J'ai ressenti un immense soulagement, vite rattrapé par la fatigue permanente due à l'attention constante qu'il fallait désormais porter à Emma. Le lendemain matin, Georgia m'a appelé avec une nouvelle qui m'a glacé le sang, même si on s'y attendait un peu. L'inspecteur McCabe lui avait appris que le procureur envisageait de poursuivre Marcus pour agression à cause de la prétendue effraction chez ma mère. Georgia s'efforçait de séparer ma situation juridique de celle de mon frère, puisque pour l'instant, aucune charge ne pesait sur moi. J'étais envahie par la culpabilité en pensant que Marcus risquait de tout perdre simplement parce qu'il m'avait aidé à sortir Emma de cette pièce au sous-sol. Georgia m'a rassurée. Elle avait déjà mis Marcus en contact avec un avocat spécialisé dans la défense des militaires et ils travaillaient ensemble à préparer une défense solide. Elle m'a rappelé que Marcus avait pris la décision de m'aider en toute connaissance de cause et que je devais me concentrer sur Emma au lieu de me blâmer pour sa situation. 2 jours plus tard, Marilyn est arrivée, les bras chargés d'un gros dossier, et elle a passé 3 heures à inspecter chaque recoin de la maison. Elle vérifiait les verrous des placards, traquait les minuteurs, notait tout ce qui pouvait pousser Emma à compter, griffonnant des pages entières de recommandations à appliquer. Elle m'a demandé d'enlever le minuteur de la cuisine, le réveil dans la chambre d'Emma, et même de désactiver le bip du micro-ondes, car dès qu'Emma entendait le bruit d'un minuteur, elle se figeait et se mettait à murmurer des chiffres. Marilyn a aussi écrit des règles précises pour les repas. Emma devait pouvoir manger quand elle en avait envie, sans obligation de finir son assiette, et l'heure du coucher ne devait surtout pas suivre la routine rigide imposée autrefois par sa grand-mère. Le plan de sécurité faisait 12 pages, détaillant toutes les conditions à remplir avant d'envisager que ma mère puisse revoir Emma, sous surveillance stricte, dans un lieu neutre et en présence d'un travailleur social. Marilyn m'a confié en aparté qu'à ses yeux, il était peu probable que cela arrive avant au moins 1 an, vu tout ce qui avait été relevé. Georgia m'a aidé à déposer la demande d'ordonnance de protection cette même semaine, et nous avons patienté 2 heures dans la salle du tribunal avant que le juge nous fasse entrer, parcourt les rapports sur la garde et les photos des poignets d'Emma, et signe l'ordonnance provisoire sans poser beaucoup de questions. Ce papier me semblait dérisoire, mais Georgia m'a assuré qu'il interdisait à ma mère de s'approcher de nous à moins de 150 mètres, ou de tenter de nous contacter, et qu'au moindre écart, la police interviendrait immédiatement. Lors de la 4e séance de thérapie d'Emma, Gillian m'a prise à part en fin de rendez-vous pour me montrer une liste de phrases qui déclenchaient systématiquement chez Emma des réactions automatiques. Les filles sages, ou « finis tes leçons », la faisaient immédiatement se raidir et réciter des réponses par cœur. Gillian avait préparé tout un plan avec de nouvelles phrases à utiliser à la place, ainsi que des méthodes pour aider Emma à modifier peu à peu ses réactions, en commençant par reconnaître les mots déclencheurs, sans se punir d'y réagir. Nous avons fait des exercices dans le bureau, Gillian lançait « Les filles sages sont récompensées », je répliquais aussitôt « Tous les enfants méritent d'être aimés », pendant qu'Emma coloriait tranquillement. Au bout d'une vingtaine d'essais, Emma sursautait encore, mais ne se paralysait plus comme avant. Le mardi suivant, l'huissier est passé chez ma mère pour lui remettre les convocations officielles des services sociaux et de la police. Mon téléphone s'est mis à sonner sans arrêt quelques heures plus tard. Des membres de son église voulaient en savoir si c'était vrai qu'elle était soupçonnée de maltraitance. La moitié m'a accusée de mentir et de vouloir salir une femme irréprochable, mais 3 personnes différentes m'ont appelée pour me dire qu'elles avaient toujours trouvé quelque chose de bizarre. Elles se souvenaient du silence impressionnant des enfants lors des cours du dimanche, et une femme m'a raconté avoir vu ma mère forcer un enfant à rester debout dans un coin pendant 2 heures, juste parce qu'il avait renversé du jus pendant une fête à l'église il y a 5 ans. La communauté s'est divisée. Certains ont organisé un cercle de prière pour ma mère, tandis que d'autres ont enfin osé raconter ce qu'ils avaient vu, des bleus ou des punitions étranges. Lors de l'audience de révision au bout de 30 jours, le juge Harrison a lu tous les rapports de Gillian sur les avancées d'Emma,
les évaluations de sécurité des services sociaux et les observations d'Anton après ses visites hebdomadaires. Emma ne comptait généralement plus au-delà de 100 le soir, et elle arrivait à prendre ses repas sans demander la permission, même si elle se crispait encore à l'écoute de certaines phrases et faisait des cauchemars, mouillant son lit au moins 2 fois par semaine. Le juge a maintenu toutes les mesures de protection, s'est dit encouragé par les progrès d'Emma mais préoccupé par la persistance des réactions traumatiques, et a fixé la révision suivante à 3 mois au lieu du rythme mensuel habituel, expliquant qu'il fallait respecter le temps de la guérison. Ce soir-là, j'ai supprimé le numéro de ma mère de mon téléphone, je l'ai bloqué sur tous les réseaux sociaux et même retiré de la liste des contacts d'urgence au travail et à l'école d'Emma. J'étais souvent tentée d'aller voir ce qu'elle écrivait ou disait à mon sujet, mais chaque fois que je commençais à taper son nom dans la barre de recherche, je me forçais à tout arrêter pour retrouver Emma à la place, préparer un goûter, lire une histoire ou tout simplement passer du temps avec elle pendant qu'elle jouait. 2 semaines plus tard, Emma est venue me montrer un dessin qu'elle avait fait à l'école. On y voyait notre maison, des fleurs dans le jardin, un grand soleil dans le ciel. En y regardant de plus près, j'ai remarqué qu'il n'y avait plus ces petits traits de comptage sur les murs comme avant, plus de pièces sombres fermées à clé, juste une maison ordinaire, avec des fenêtres normales, et une petite fille qui jouait dehors. Avant de dormir, elle tenait encore à compter, assise bien droite à égrener les chiffres. Mais désormais, elle s'arrêtait à 100 au lieu de vouloir aller jusqu'à 10 000. Et certains soirs, elle s'interrompait même à 50 avant de bâiller, et de me réclamer plutôt une histoire. 3 mois se sont écoulés, et un jour, j'ai entendu Emma rire dans le jardin. En jetant un œil par la fenêtre, je l'ai vue qui courait après un papillon en s'exclamant « Papillou !» comme elle le faisait autrefois, avant que tout ne bascule. Elle continue toujours sa thérapie avec Gillian 2 fois par semaine, et il lui arrive encore de recompter quand elle est stressée. Mais entendre ce mot inventé jaillir spontanément de sa bouche pendant qu'elle jouait m'a vraiment montré qu'on retrouvait peu à peu la petite fille qu'elle était, à son rythme. Merci d'être resté à mes côtés malgré toutes mes interrogations et ces détours parfois un peu bizarres. J'ai adoré partager cette aventure avec vous tous. On se dit à la prochaine. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos comme celle-ci.